qui supporte donc le noir. Voilà. Le tableau donc, et la série des tableaux encore, ne veulent rien dire. On l'a dit, le vouloir dire de la plastique ne participe ni du vouloir dire, mis en évidence par Derrida de son côté, lorsqu'il parle de la pensée, ne veut rien dire, ni d'un non-vouloir dire qui permet un fonctionnement mécanique, machinique plutôt, de type deleuzien. Tout au moins, ce qui fonctionne dans le tableau, ce sont les fonctions de plastique pure, les métafonctions bénéficiant de quelque chose comme la fonction méta de Ricoeur. Métaplastique et fonction méta. Méta-fonction plastique. Nous le verrons peut-être un jour. Que devient une plastophanie dans le langage d'un philosophe? C'est difficile, dit-il, de demander à un peintre pourquoi tu peins. La question n'a pas de sens. Mais comment peins-tu? Comment un tableau fonctionne-t-il? Et du coup, qu'est-ce que tu veux en peignant? Suis la reprise du fameux tableau noir dont nous avons parlé au début de notre texte sur Deleuze. Il n'y a pas plus donc de tableau noir que de tableau blanc, de tableau vierge que de tableau rempli de la paradigme historique des œuvres peintes, voire de la paradigme plastique. Que veut un peintre en peignant? Il veut la plastique pure. Il veut les rapports plastiques. Il veut la sensation colorante, l'harmonie, le sentiment à la Chardin, les invariants plastiques, l'image totale, selon Glaise. On a vu tout cela. Supposons que Fromager réponde « Je peins dans le noir. Je peins dans le noir maintenant. Et ce que je veux, c'est le froid et le chaud. Et je le veux dans les couleurs, à travers les couleurs. Un cuisinier, on est déjà là, un cuisinier aussi peut vouloir le froid et le chaud. Un drogué aussi peut vouloir le froid et le chaud. Le peintre ne veut pas le chaud et le froid dans la couleur, donc, sans la couleur. Deleuze n'a pas compris la petite révélation plastique qui lui a été faite, au petit secret de plastique pure qui lui a été confié. Aucune couleur n'échappe au chaud et au froid. Il ne s'agit pas de voir les chauds et les froids. Il n'y a pas d'ailleurs le chaud et le froid, hot et cool, comme dit Deleuze. Il y a les tons froids et les tons chauds, relatifs les uns aux autres et saisis dans leur accord, perçus dans leur rapport. Les tons chauds et les tons froids s'accordent entre eux, comme tous les tons, mais selon leur modalité de chaud et de froid. Toutefois, ils s'accordent aussi, simultanément, comme couleurs particulières. Il faut aborder cette question des couleurs, notamment chez Eaton, et au regard des fameuses théories scientifiques de la couleur, qui ne sont jamais des théories plastiques. Et d'ailleurs, sentir le chaud et le froid en peinture, ce n'est pas sentir le chaud et le froid physiologiquement. Les tons chauds et froids participent globalement de la qualité plastique des couleurs. La question d'une ambiance colorée entièrement froide, glaciale ou entièrement chaude, torride, est un problème de psychologie des ambiances, que même un tableau de Ad Reinhardt ne cherche pas à faire ressentir. Lui dont les couches de peinture colorée très sombres résonnent en vibrations profondes, car ces noirs ne sont ni chauds ni froids dans leur ensemble. Ces peintures ne sont d'ailleurs pas des monochromes. Pour ceux-ci, les monochromes, c'est toujours d'art conceptuel, comme le bleu clin, selon nous. Donc, il ne se peut pas que pour Fromager, ces tableaux soient sa cuisine à lui, ou bien sa drogue à lui. Citation donc toujours de hot et cool. Voilà ce que peut arracher à la couleur autant qu'à autre chose. Et voilà, on passe à l'écriture, dit-il, à la danse, à la musique, aux médias. Qui a dit que le peintre voulait tout cela? Qui a dit que celui qui ne voyait pas les fonctions plastiques en peinture dérivait toujours vers des correspondances, changer de plan? Donc ça permet de comprendre comment une sensation passe d'un ordre de sensation à un autre. Pourtant, on s'accordera avec telle affirmation de Deleuze qui vise à dénoncer la grandiloquence pathétique des contenus historico-littéraires en peinture. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans cette peinture-là? Peut-être est-ce l'absence radicale d'amertume et de tragique et d'angoisse de toute cette chierie des faux grands peintres qu'on dit témoins de leur époque. Fin de citation. Car la peinture est absolument non pathétique. Ah, je suis tout à fait d'accord, si je puis me permettre. Et nous retrouvons ainsi, dans les propos de Gilles Deleuze, cette capacité à avoir l'affirmation joyeuse de l'être, y compris dans les toiles de Goya et de Gréco, selon ces exemples empruntés à Laurence, mais que l'on peut voir aussi chez le dernier Titien. Pas de, citation, fantasmes fascistes et sadiques qui font passer un peintre pour critique aiguë du monde moderne, alors qu'il jouit seulement de ses propres ressentiments, de ses propres complaisances et de celles de ses acheteurs. Fin de citation. Sans doute Deleuze ne vise-t-il pas ici Artaud, par exemple, ou les artistes engagés des années 60 et la peinture tripale des expressionnistes ou des objectivistes allemands. Encore moins Picasso, qui au demeurant a vraiment quelque chose à dire plastiquement. Son vouloir dire plastique est, comme chez tout peintre véritable, une volonté plastique pure, sans, à mon sens, vouloir dire phénoménologique, alors que pour Artaud, et quel que soit son souffle coupé, mais Fromager aime la femme marchandise, verte morte, qu'il fait vivre en bleuissant le noir du peintre. Fin de citation. Que penser de cette femme marchandise, que l'on reliera à l'ange lyotardien, synthèse de prostituées marxistes et de prostituées baudelairiennes? Rien à voir avec la peinture, sans doute. Mais Fromager, nous dit Deleuze, aime tout ce qu'il peint. Il y a selon nous un conatus pictural, une volonté affirmative, une surabondance, à la Ricoeur peut-être, mais fondée sur le plastique Vollen. Seules les fonctions plastiques fonctionnent dans le tableau. Deleuze illustre les grandes dérives littéraires lorsqu'il parle du monde commun entre les peintres et les écrivains, et qui est l'enjeu de la calligraphie, comme si également, dit-il, écrire sur la peinture revenait seulement à courir le danger de décrire le tableau. Et le tableau réel ne serait plus nécessaire. Avec leur génie, Rob Grillet et Claude Simon ont réussi à décrire des tableaux qui n'avaient pas besoin d'exister. On retrouve le fameux problème de l'ephrasis.
cette description comme mode d'approche de toute compréhension discursive de la peinture et qui peut se faire sans l'objet pictural. Alors, pour finir, le problème propre, alors voilà, avec leur génie, voilà. Ou bien nous, dit-il, on tombe dans l'indétermination, les fusions sentimentales, la métaphysique appliquée. Le problème propre à la peinture tient dans lignes et couleurs. Très bien, il prétend dégager des concepts qui soient comme taillés par et dans la peinture. Deleuze propose cela, encore une fois. Mais que penser de déplacement des catégories picturales qui ne comprend plus en disant l'écriture a sa propre chaleur, mais c'est en pensant à la peinture qu'on saisit le mieux la ligne et la couleur d'une phrase. Comme si le tableau communiquait quelque chose aux phrases. Il réintègre encore, dans le même passage, l'idée du tableau rempli de l'histoire de la peinture, qui doit connaître une catastrophe optique. Catastrophe qui est la matrice du tableau. Mais on a vu que c'est le cliché moderniste du figural lui-même. Le figural ne conduit pas au concept taillé par et dans la peinture. Qui a dit que Deleuze échappait au total littéraire? Approcher quelque chose qui soit un fond commun, dit-il, des mots, des lignes et des couleurs, et même des sons. Arriver à peindre une petite vague, aurait dit Bacon, ce serait très proustien, ajoute Deleuze. C'est comme le « Ah, si je pouvais arriver à peindre une petite pomme de Cézanne. Ah. » Mais on n'a peut-être encore rien vu. Deleuze va échanger sa place avec un peintre, et vice-versa. Les dessins de Deleuze, je ne sais pas si vous les connaissez, assez picassiens, montrent d'ailleurs un petit sens de la construction. Mais là n'est pas la question. Il s'agit encore de fonctionnement, de face, de surface et de préface qui fonctionnent. Et plus c'est mauvais les dessins, dit-il, mieux ça fonctionne, dit-il. Justement, c'est des monstres de surface, ces dessins. Comment ça fonctionne le violet, demande-t-il au peintre. Il ne s'agit plus de chaud et de froid, ni même de couleur. Cette fois-ci, on a affaire donc à Stéphane Zerkinski. Comment ça marche la terrorie, avec deux R, la terrorie. Comment ça marche un monstre en surface, Gilles Deleuze? La terrorie est violette. La terrorie est peinture désir-écriture, en un seul mot, avec d'autres choses encore au bord, dans les coins, au milieu et ailleurs. L'artiste conceptuel, très support-surface, prend une toile non apprêtée et crue, la met en sandwich entre les deux parties d'un châssis de bois, scié par le travers. Le châssis déborde donc de chaque côté, et vous peignez les deux côtés en réagissant à ce qui traverse la toile à chaque fois. Trou bord, bordure marge, sont les deux unités de la peinture, précise désormais Deleuze dans une note. Mais d'autres choses aussi. Territorialisation de l'un par l'autre, c'est la réalité, un grand R, ce maculage réciproque qui tord le trou lacanien, ou qui semble tordre la topologie lacanienne en faisant une thérothérapie, deux R, thérothérapie. La théorie qui, après le mouvement oscillatoire, citation, flux-flux-clan, connu sous la dénomination le grand racket de la pensée, et ses membres organes, les squatteurs du concept, la théorie avec deux R constitue la thérothérapie, détruisant les maladies de notre temps, entre mortem et sextose, ça c'est toujours Deleuze, et la déprime glorificatrice, dont le mouvement le plus déterritorialisé est le violet comme vecteur flou. Que dire? Cette histoire de peintre en forme d'autoparodie deleuzienne dément la recherche de concepts taillés dans et par la peinture cette fois-ci. Il y a peut-être une misère de la philosophie de l'art, inséparable d'un art de la misère philosophique, autant qu'un art de la philosophie de la misère. Le composé de percepts et d'affects, séparé du plastème, passe à côté de la peinture, nous devons le voir. Ce composé de percepts et d'affects peut très bien ne jamais avoir été taillé par et dans la peinture. Après avoir peint l'étoile, on se fabrique une monnaie très simple, à partir d'objets, de verbes, de gestes, de matériaux, etc. Les petits objets de ces lithèmes dadaïstes, de ces sensations littéraires objectivées, circulent dans le châssis toile bord-trou. Qui a dit que Deleuze, avec ce genre d'artiste, n'était pas total littéraire, mais le genre, par lui, autoparodié du flux-flux-plan, son expression, ou flux-flux-plan d'immanence. Et d'ailleurs, les deux unités de la peinture, trou-bord et bordure-marge, le recto-verso auto-maculé est une stricture picturale à s'étrangler en se libérant réciproquement, comme dirait Derrida. Et cette réalité n'est même pas de la fausse monnaie. L'on sait désormais que la sensation, le bloc de sensation, le pur être de sensation, exposé dans Qu'est-ce que la philosophie, n'ont rien à voir avec la sensation cézannienne, que le composé d'affect et de précepte jamais ne verra le plastème, composé, perdu dans l'opposition reçue entre opinion et affect, reproduisant l'opinion entre opinion et philosophie. Ce n'est pas la création d'artistes définis comme montreurs d'affect, en rapport avec les percepts ou les visions qu'il nous donne, qui manque de peuple, qui n'a pas trouvé son peuple. Donc qui a dit que Deleuze n'était pas totalitaire? Les tournesols de Van Gogh, dit-il, sont des devenirs, comme les chardons de Dürer, ou les mimosas de Bonnard. Redon intitulait une lithographie, il y eut peut-être une vision première essayée dans la fleur. La fleur voit, pure et simple terreur,
Vois-tu ce tournesol qui regarde à l'intérieur par la fenêtre de la chambre? Il regarde chez moi toute la journée. Malcolm Lowry au-dessous du volcan. On est loin de la plastique. Une histoire florale de la peinture est comme la création sans cesse reprise et continuée des affects et des percepts de fleurs. L'art est le langage des sensations, qu'il passe par les mots, les couleurs, les sons et les pierres. Fin de citation de Deleuze. Là, on est dans la synesthésie complète. Loi du mélange des genres, fatale au profit du poème. Le tableau donc, le livre plastique. Deleuze, via Stéphane Zerkinski, travaille sur le subjectile. Même s'il n'emploie pas le mot, nous y reviendrons. Nous ne savons pas si une révolution est toujours immanente parce qu'elle triomphe, si une révolution ne réside qu'en elle-même, dans les vibrations, les étreintes et les ouvertures. Mais les révolutions artistiques, une révolution plastique qui demande son peuple, une œuvre qui demande son peuple, communiquent son plastique volène, selon nous, dans un agencement collectif des sujets percevants dont le fonctionnement ne concerne aucun flux de type littéraire. Si les figures esthétiques ne sont pas identiques aux personnages conceptuels, si les sensations faites de percepts et d'affects, mais les sensations sont plutôt désaffectées, les percepts seulement plastiques, les blocs de sensations ne doivent pas redécouvrir les vérités de la palisse de la vérité en peinture. Les deux problèmes de l'architecture des plans et du régime de la couleur se confondent toujours en peinture. On parle de plans colorés pour toute peinture, et pas seulement pour Cézanne. De même, la chair ne participe pas d'une superposition de rouge et de blanc. Citation tantôt avec des tons rompus, et regardez, comme notre écrivain parle bien de peinture, comme dit Diderot en employant les termes du métier. Juxtaposition de complémentaires en proportion inégale. Encore une fois, quelle est la peinture en demi-teinte qui ne compose pas avec la juxtaposition des complémentaires superposés, en couches ou entrecroisées comme les couches zébrées et entremêlées de l'impressionnisme ou en glacis? Vérité d'évidence technique, d'autant plus que la peinture fait chair pour notre philosophe avec le devenir animal, le devenir végétal, comme la présence d'une bête écorchée, d'un fruit pelé, Vénus au miroir. Fin de citation. Si nous nous montrons sévères avec Deleuze et sa faible connaissance de la peinture, il n'est pas le seul vraiment, non seulement technique, mais plus généralement plastique, notre philosophe pourtant nous aura fourni en revanche sa méta-esthétique kantienne. Ailleurs, il nous a procuré l'extraordinaire relecture de l'ourdoxa phénoménologique, comme un a priori originaire du sens commun, une croyance originaire de l'image de la pensée. Notre philosophe donc nous gratifie, encore ici, de cette même ourdoxa pour comprendre la sensation cézannienne ou le jaune de Van Gogh. Citation. La sensation peut-elle être assimilée à une opinion originaire? Ourdoxa, comme fondation du monde ou base immuable. La phénoménologie trouve la sensation dans des a priori matériels, perceptifs et affectifs, qui transcendent les perceptions et affections vécues. Le jaune de Van Gogh ou les sensations innées de Cézanne. Fin de citation. Notre théorie du sens commun esthétique s'en trouverait relancée dans la mesure où le plaisir esthétique du sens commun en peinture participerait d'une sensation originaire a priori, comme ourdoxa. En un mot, le plastème serait ourdoxa. Et pas seulement le jaune de Van Gogh, qui d'ailleurs ne possède pas le même statut constructif ou esthétique que la sensation cézannienne. La sensation cézannienne s'identifie à toutes les plastophanies formulées par les peintres. Elles sont en relation d'équivalence les unes par rapport aux autres. Le jaune de Van Gogh n'existe pas. Il y a une palette de Van Gogh dans un registre formel précis, qui unifie le fonctionnement plastique du style mis au point par Van Gogh, dont la gamme de jaune, d'ocre jaune, rose et brun semble si caractéristique. Mais parce que ces jaunes, et non le jaune, sont liés à la découpe des plans, très anguleux et très ondulés des formes cernées, soulignées ou composées de hachures, à pleine pâte posée. La juxtaposition des morceaux de pâte écrasés d'un trait, sans commune mesure avec la touche transparente et diluée de Cézanne, crée la gamme de jaune, comme dominante d'un certain nombre de ces tableaux. Il n'y a pas de jaune Van Gogh, comme il n'y a pas de vide coloré, ou colorant, qui serait déjà une force. Nous avons déjà recusé ce forcialisme de Deleuze. Le nietzschéisme pictural mérite mieux, comme nous l'avons vu avec la forme heideggerienne, comme nous le verrons avec la forme heideggerienne. Les forces deleuziennes ne regardent que celui qui ne s'intéresse pas suffisamment à la peinture, pour nous, d'autant que ces forces circulent chez tout le monde, chez Messiaen et chez Proust. On parle de tout le monde, hein. Pour faire lire je ne sais quelle force illisible du temps. On préférera le temps refiguré de Ricoeur pour comprendre l'avoir été de la sensation plastique conservée dans le tableau. N'est-ce pas la définition du percept en personne? Rendre sensibles les forces insensibles qui peuplent le monde et qui nous affectent, nous font devenir. On se contentera, mais c'est peut-être plus difficile, du devenir peint de tout spectateur et du devenir plastique de tout percept. Autrement dit, que le philosophe s'intéresse au devenir plastème de la sensation visuelle, au devenir sensation visuelle du plastème pour celui qui entend une fois un jour dans l'atelier d'un peintre parler de chaud et de froid, comme Aragon entendit de la bouche de Matisse parler d'équilibre, ou Genet d'une meilleure proportion au-dessus de sa tête dans le portrait que fit de lui Giacometti. Mais de grâce, ne cherchez pas cette projection philosophique du schizoanalyste. Citation, l'éternel objet de la peinture, peindre les forces, comme le Tintoret. D'ailleurs, la dérive littéraire est vite faite. L'art abstrait, puis l'art conceptuel pose directement la question qui est en toute peinture,
son rapport avec le concept, son rapport avec sa fonction, avec la fonction. Il est vrai que notre préoccupation principale est de penser le concept de plastique pur. Il nous serait donc facile de faire nôtre cette affirmation de Deleuze, comme celle qui soutient la nécessité de la composition esthétique comme travail de la sensation, composition, c'est la seule définition de l'art, dit-il. Mais il le dit à l'occasion de la musique, c'est-à-dire pour situer ce qu'il appelle la ritournelle tout entière, comme l'être de sensation. Donc il n'y a pas de sensation picturale spécifique. Comme la sensation plastique n'est pas, à nos yeux, un être de force, l'oiseau des forêts pluvieuses d'Australie ne compose pas un rudimède avec les feuilles de l'arbre, ni n'accomplit une performance pour être un artiste complet. L'exemple de Deleuze. L'esthétique dadaïste de l'amor fati, l'indétermination de l'océan du champ infini des sensations qui nous affectent et à quoi parvient en définitive la pensée deleuzienne de l'art, sur fond d'événements littéraires, de blocs de sensations lithématiques, ne rendent jamais justice de la peinture qui est hiérarchie violente et sélection sévère du plastème, excluant le cliché du litème et du figurat lui-même. Car il y a des forces plastiques. C'est même un point central, si on ose dire, de la pensée de la Leibniz. Je finis là-dessus. Donc, c'est dans la théorie du baroque, là le mot plastique surgit, que Deleuze parle le plus explicitement de forces plastiques. Mais bon, c'est un peu comme la plastique chez Hegel, qui sont les forces matérielles qui se distinguent les unes des autres en rendant compte du pli organique, où l'organique et l'inorganique se confondent. La Leibniz nomme donc ce pli, qui est fait d'une unique matière organique, force plastique, par différence avec les forces compressives ou élastiques, sorte d'organes préexistants, sorte de préformation pour les organes, que supposent toujours ces forces plastiques, forces qui organisent les masses. Même les fossiles, dit-il, dans la matière ne s'expliquent pas par notre faculté d'imagination, comme lorsque nous voyons une tête de Christ dans les taches d'un mur, mais renvoient à des forces plastiques qui passent par des organismes ayant existé. Si les forces plastiques se distinguent, ce n'est pas parce que le vivant déborde le mécanisme, c'est parce que les mécanismes ne sont pas suffisamment des machines. Le tort du mécanisme est de n'être pas assez artificiel, de ne pas être assez machiné pour rendre compte du vivant. Les forces plastiques sont donc machiniques plus encore que mécaniques et permettent de définir des machines baroques. Et l'organisme plie ses propres parties à l'infini. La matière se plie deux fois, une fois sous les forces élastiques, une fois sous les forces plastiques, nous dit-il, sans que l'on puisse passer des premières aux secondes. Préformation et emboîtement, matrice de la pensée leibnizienne, permet de développer une pensée de la plastique. Mais de celle qui nous est difficile d'accepter lorsque le baroque, employé comme catégorie générale, participe d'une ubiquité du vivant, où tout n'est pas poisson, mais où il y a des poissons partout. Les principes de la raison sont de véritables cris, dit-il. Or, le pli baroque leibnizien que Deleuze entend exposer devait pour ce faire induire une théorie de la ligne inspirée de Klee. Et il revient à Klee. Cette ligne est un point-ligne, c'est-à-dire un point-pli. Le point devant être pour Klee, Deleuze le cite, concept non conceptuel de la non-contradiction, en parcourant une inflexion, et de prendre, au début de son chapitre, sur les plis dans l'âme, les trois figures de Klee sur la ligne. Une ligne active, en vérité simple arabesque, une ligne avec accompagnement. En vérité, la première ligne est recoupée plusieurs fois par une autre arabesque irrégulière. Enfin, une ligne cernée de hachures d'ombre, faisant ressortir le vide des espaces au creux des courbes. Ce qui intéresse Deleuze et son disciple Bernard Cache, dont il s'inspire, c'est le point d'inflexion défini comme une singularité intrinsèque. L'élément génétique de la ligne active, dégagée par Klee, a tout à voir avec une gestalt de la ligne continue et ses variations de lignes entremêlées ou hachurées, plutôt que de la ligne construite exprimant la qualité plastique de la tension linéaire. La ligne supposée active pour le peintre se donnerait à voir comme direction, c'est-à-dire orientation du champ de force visuelle, ça c'est selon nous, uniquement compris comme ligne de force au sens que lui a donné Jacques Villon, le frère bien oublié de Marcel Duchamp, donc Gaston Duchamp, enfin, Jacques Villon, le grand cubiste, que la ligne de Klee signe l'inflexion comme le pur événement de la ligne et du point, apparaissent même comme le virtuel et l'idéalité par excellence, sans être pour le moment dans le monde, signe ambigu, selon la Leibniz, lieu de la cosmogenèse, selon Klee. Tout un programme dont les dimensions plastiques telles que nous défendons n'apparaissent guère. Ce qui nous intéresse ici est la notion, le concept qu'en dégagera Bernard Cache. Le point d'inflexion comme singularité intrinsèque ne renvoie pas à des coordonnées. L'inflexion en elle-même est inséparable d'une variation infinie ou d'une coupure infiniment variable. C'est une transformation qui n'admet pas de symétrie, ni de plan privilégié de projection. Avec cette notion de pli, point, ligne et inflexion, Deleuze, en prenant appui sur ses mathématiques baroques, nous propose une notion d'objet qui change et devient fonctionnelle. L'objet ne se définit plus par une forme essentielle, mais atteint à une fonctionnalité pure, comme déclinant une famille de courbes, encadrées par des paramètres, inséparables d'une série de déclinaisons possibles, ou d'une surface à courbure variable, qu'il décrit lui-même. Appelons
objective, ici, ce nouvel objet. Conception très moderne de l'objet technologique, commande Deleuze, où l'objet prend place dans un continuum par variation. Et cette transformation de l'objet renvoie à une transformation corrélative du sujet. Le sujet n'est pas subjet, mais un superjet, comme dit Whitehead. En même temps que l'objet devient objectif, le sujet devient superjet. Le point de vue est point de vue sur une variation. Sera sujet ce qui vient au point de vue, ou plutôt ce qui demeure au point de vue. L'objectif devient même géométral et permet de penser ce que l'analyse donne à l'âme ou au sujet comme point métaphysique, mais qu'il appelle la monade. Mais ce qui nous intéresse ici avec ce baroque de l'objectif est une conception de la peinture qui croit encore faire disparaître le tableau-fenêtre en lui substituant la tabulation, la table, où s'inscrivent des lignes, des nombres, des caractères changeants. C'est l'objectif. On ne discutera pas de la conception du baroque à 2 étages. On ne discutera pas de la monade baroque. Pour nous, il va sans dire que le concept de baroque appliqué à l'art, c'est-à-dire comme fonction formelle, appartient plus généralement au registre gréco-romain de l'architecture et au style hellénistique de la composition. Le pli dans les arts plastiques appartient au problème des rythmes plastiques, élément de la fonction formelle. Le pli est un effet du matérialisme plastique conceptuel chez un entaille, cette fois-ci, analysé par Deleuze. Il n'est plus ni drapé et sculpté, ni peint, ni même logique visuelle plastique de rapport d'angle, de découpe, etc. Donc c'est un pli conceptuel, très littéraire. Notre conception du baroque ne nous approchera pas beaucoup de cette reconstruction proprement schizophrénique. Citation, reconstruction proprement schizophrénique. L'avocat de Dieu convoque des personnages qui reconstituent le monde avec leur modification intérieure dite autoplastique. Autoplastique. Tels sont les monades, ou les mois chez Leibniz, automates, donc autoplastiques, dont chacun tire de son fond le monde entier. Les foules font des masses, un organisme qui organise des agrégats en devenant des forces actives, mais collectives et dérivatives, forces plastiques. La fonction opératoire de la plastique ne retient pas cette idée de Bernard Cache d'une série industrielle d'objets, tous différents les uns des autres, ni le continuum par variation. L'objectif ici cède la place à notre plastyle, qui n'était pas fait pour se rencontrer. De même que le subjectile, déridien ou deleuzien, n'a guère de rapport, en un premier temps, avec la question du support pictural, de la fonction matérielle de plastique pur, avec ses critères de consistance et de qualité de surface, lisse ou râpeuse, avec ou sans aspérité d'ailleurs, grain plus ou moins apparent de la toile, déterminant un jeu plastique précis avec la pâte picturale, la tension apportée par la rigidité du support, dur, critères matériels du support et de la préparation qui anticipent et sous-tend les rapports plastiques liés à la construction d'une forme, d'un espace, le subjectif forcené, expression de Derrida, ou le subjectif des trous-bords, jamais ne parviendra au subjectif plastique qui a besoin d'un plastyle avec son corollaire, puisqu'on nous parle de superjet, on parlera, nous, de plastejet, c'est-à-dire, très exactement l'objet plastique de la fonction purement plastique de la matière, pure fonctionnalité plastique de la matière, s'organisant en consistance et support, qualité de surface et tension directrice de la composition qui la recouvre. Le support souple ou le support rigide, la préparation plus ou moins absorbante, l'élaboration de la matière au service des rapports plastiques colorés et formels, voilà ce que nous appellerons un plastyle. La construction des lignes relève de la segmentation sous-jacente qui apporte la tension et la nervosité du trait. Les lignes de clé, comme les inflexions objectives du baroque leibnizien, sont des fabulations, des fictions narratives, comme celles qui illustrent les écrits pédagogiques de Clé, la ligne de la colline et du bateau. Mais aussi cet art de la fabulation dont parle Bergson, et qui est la littérature, par opposition à l'art de pure émotion que serait la musique. Alors là, loin de tout ce objectif, le plastyle, plastème du subjectile et de la fonction plastique matérielle, se situera davantage de ce côté de l'émotion créatrice, réputée non fabulatrice. Mais l'on sait à quel point nous sommes ici très sensibles au départ à la distinction entre littérature et peinture, entre lithème et plastème. Et c'est Deleuze qui, en citant Bergson, nous permet de tracer cette différence d'une autre manière. On remarquera que l'art, selon Bergson, a lui aussi 2 sources. Il y a un art fabulateur, tantôt collectif, tantôt individuel, tiré des 2 sources de la morale et de la religion. Et il y a un art émotif ou créateur. Peut-être tout art présente-t-il ces 2 aspects, mais en proportion variable. Bergson ne cache pas que l'aspect fabulation lui paraît inférieur en art. Là, on a une hiérarchie étonnante. Le roman serait surtout fabulation, la musique au contraire, émotion et création. Les 2 sources de la peinture et de la littérature, ou des arts plastiques et de l'écriture, ou les 2 sources de la plastique pure et de la poésie, se marqueraient aussi par un art de l'émotion créatrice, différencié de l'art fabulateur, par où une certaine pureté, mais art fabulateur pur, par où une certaine pureté chez Bergson, pureté de la plastique pure et pureté de la littérature se distingueraient, mais sans réserver une quelconque puissance de l'émotion
ou nature de l'émotion comme élément pur à la musique ou à la peinture plutôt qu'à la littérature. Nous parlerons de l'élément pur de l'émotion plastique, autant que de la pure émotion littéraire dans la fabulation, le sens et la musicalité de la langue, qui n'a pas besoin de penser à la ligne colorée, etc. Le parasignifiant des autres régimes de signes dans le rêve d'une jeune fille. Historico-littéraire en peinture. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans cette peinture-là? Peut-être est-ce l'absence radicale d'amertume et de tragique et d'angoisse de toute cette chierie des faux grands peintres qu'on dit témoins de leur époque. Fin de citation. Car la peinture est absolument non pathétique. Ah, je suis tout à fait d'accord, si je puis me permettre. Et nous retrouvons ainsi, dans les propos de Gilles Deleuze, cette capacité à avoir l'affirmation joyeuse de l'être, y compris dans les toiles de Goya et de Gréco, selon ces exemples empruntés à Laurence, mais que l'on peut voir aussi chez le dernier Titien. Pas de, citation, fantasmes fascistes et sadiques qui font passer un peintre pour critique aiguë du monde moderne, alors qu'il jouit seulement de ses propres ressentiments, de ses propres complaisances et de celles de ses acheteurs. Fin de citation. Sans doute Deleuze ne vise-t-il pas ici Artaud, par exemple, ou les artistes engagés des années 60 et la peinture tripale des expressionnistes ou des objectivistes allemands. Encore moins Picasso, qui au demeurant a vraiment quelque chose à dire plastiquement. Son vouloir dire plastique est, comme chez tout peintre véritable, une volonté plastique pure, sans, à mon sens, vouloir dire phénoménologique, alors que pour Artaud, et quel que soit son souffle coupé, mais Fromager aime la femme marchandise, verte morte, qu'il fait vivre en bleuissant le noir du peintre. Fin de citation. Que penser de cette femme marchandise, que l'on reliera à l'ange lyotardien, synthèse de prostituées marxistes et de prostituées baudelairiennes? Rien à voir avec la peinture, sans doute. Mais Fromager, nous dit Deleuze, aime tout ce qu'il peint. Il y a selon nous un conatus pictural, une volonté affirmative, une surabondance, à la rigueur peut-être, mais fondée sur le plastique Vollen. Seules les fonctions plastiques fonctionnent dans le tableau. Deleuze illustre les grandes dérives littéraires lorsqu'il parle du monde commun entre les peintres et les écrivains, et qui est l'enjeu de la calligraphie, comme si également, dit-il, écrire sur la peinture revenait seulement à courir le danger de décrire le tableau. Et le tableau réel ne serait plus nécessaire. Avec leur génie, Rob Grillet et Claude Simon ont réussi à décrire des tableaux qui n'avaient pas besoin d'exister. On retrouve le fameux problème de l'ephrasis, cette description comme mode qui supporte donc le noir. Voilà. Le tableau donc, et la série des tableaux encore, ne veulent rien dire. On l'a dit, le vouloir dire de la plastique ne participe ni du vouloir dire, mis en évidence par Derrida de son côté, lorsqu'il parle de la pensée, ne veut rien dire, ni d'un non-vouloir dire qui permet un fonctionnement mécanique, machinique plutôt, de type deleuzien. Tout au moins, ce qui fonctionne dans le tableau, ce sont les fonctions plastiques pures, les métafonctions bénéficiant de quelque chose comme la fonction méta de Ricoeur. Métaplastique et fonction méta. Méta-fonction plastique. Nous le verrons peut-être un jour. Que devient une plastophanie dans le langage d'un philosophe? C'est difficile, dit-il, de demander à un peintre pourquoi tu peins. La question n'a pas de sens. Mais comment peins-tu? Comment le tableau fonctionne-t-il? Et du coup, qu'est-ce que tu veux en peignant? Suis la reprise du fameux tableau noir dont nous avons parlé au début de notre texte sur Deleuze. Il n'y a pas plus donc de tableau noir que de tableau blanc, de tableau vierge que de tableau rempli de la paradigme historique des œuvres peintes, voire de la paradigme plastique. Que veut un peintre en peignant? Il veut la plastique pure. Il veut les rapports plastiques. Il veut la sensation colorante, l'harmonie, le sentiment à la Chardin, les invariants plastiques, l'image totale, selon Glaise. Ton chaud et froid participent globalement de la qualité plastique des couleurs. La question d'une ambiance colorée entièrement froide, glaciale ou entièrement chaude, torride, est un problème de psychologie des ambiances, que même un tableau de Ad Reinhardt ne cherche pas à faire ressentir. Lui dont les couches de peinture colorée très sombres résonnent en vibrations profondes, car ces noirs ne sont ni chauds ni froids dans leur ensemble. Ces peintures ne sont d'ailleurs pas des monochromes. Pour ceux-ci, les monochromes, c'est toujours d'art conceptuel, comme le bleu clin, selon nous. Donc, il ne se peut pas que pour Fromager, ces tableaux soient sa cuisine à lui, ou bien sa drogue à lui. Citation donc toujours de hot et cool. Voilà ce que peut arracher à la couleur autant qu'à autre chose. Et voilà, on passe. À l'écriture, dit-il, à la danse, à la musique, aux médias. Qui a dit que le peintre voulait tout cela? Qui a dit que celui qui ne voyait pas les fonctions plastiques en peinture dérivait toujours vers des correspondances, changer de plan? Donc ça permet de comprendre comment une sensation passe d'un ordre de sensation à un autre. Pourtant, on s'accordera avec telle affirmation de Deleuze, qui vise à dénoncer la grandiloquence pathétique des contenus. On a vu tout cela. Supposons que Fromager réponde « Je peins dans le noir. Je peins dans le noir maintenant. Et ce que je veux, c'est le froid et le chaud. Et je le veux dans les couleurs, à travers les couleurs. Un cuisinier... On est déjà là. Un cuisinier aussi peut vouloir le froid et le chaud. Un drogué aussi peut vouloir le froid et le chaud. Le peintre ne veut pas le chaud et le froid dans la couleur, donc, sans la couleur. Deleuze n'a pas compris la petite révélation plastique qui lui a été faite, au petit secret de plastique pur qui lui a été confié. Aucune couleur n'échappe au chaud et au froid. Il ne s'agit pas de voir les chauds et les froids. Il n'y a pas d'ailleurs le chaud et le froid, hot
et cool, comme dit Deleuze. Il y a les tons froids et les tons chauds, relatifs les uns aux autres et saisis dans leur accord, perçus dans leur rapport. Les tons chauds et les tons froids s'accordent entre eux, comme tous les tons, mais selon leur modalité de chaud et de froid. Toutefois, ils s'accordent aussi, simultanément, comme couleurs particulières. Il faut aborder cette question des couleurs, notamment chez Eaton, et au regard des fameuses théories scientifiques de la couleur, qui ne sont jamais des théories plastiques. Et d'ailleurs, sentir le chaud et le froid en peinture, ce n'est pas sentir le chaud et le froid physiologiquement,